Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative. Je vais vous parler de l'Islande, de notre voyage qu'on a fait en Islande donc l'année dernière, la deuxième semaine d'août. Vous avez été nombreux à regarder les vidéos de l'Islande, donc je vous remercie vraiment, c'est sympa, tous les likes, tous les commentaires, ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc j'ai eu pas mal de questions sur comment partir, la carte de pêche, le matériel, etc. Donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'organisation du voyage. Donc voilà, je suis parti avec Stan. C'est un bon pote à moi, c'est un moucheur. Voilà, il a un site de vente de nymphes. Je vous mettrai le lien dans la description. Surtout qu'on a pêché avec ses streamers là-bas. Ils ont vraiment cartonné, donc qui vend sur son site. Donc je lui fais un peu de pub au passage. Et Stan, il a déjà été 2 fois en Islande, donc ça a facilité un peu les démarches pour trouver les lieux de pêche, etc. On savait à peu près où on partait. Au niveau de l'organisation, donc on est parti avec Air Berlin du Düsseldorf. Donc voilà, le vol c'était 415 euros. Ensuite, on a loué un parking, on a pris un parking là-bas pour notre voiture à l'aéroport, donc 39 euros. On a loué une bagnole à Reykjavik, donc pour aller dans le nord de l'Islande, là où on allait pêcher. Là, ça nous a coûté 333 euros. Et plus la carte de pêche, 50 euros. Donc ça nous est revenu chacun à 650 euros le voyage tout compris pour la semaine, quoi. En sachant qu'on avait déjà le matériel, comme moi je suis déjà parti en Mongolie, etc. Lui aussi, il a déjà fait pas mal de trips de pêche. Voilà, donc 650 euros, c'est correct pour une semaine de pêche, c'est un petit budget. Bon, après, voilà, le confort, il faut s'asseoir dessus, hein. C'est en tente, c'est à pied et on mange ce qu'on a ramené, quoi. Pour les billets d'avion, vous pouvez trouver moins cher si vous y prenez à l'avance. Donc, j'ai vu des vols à 300 euros. Là, j'ai regardé dernièrement avant de tourner la vidéo. Voilà, donc vous pouvez réduire encore les coûts, mais il faut s'organiser un peu à l'avance. Et pour la carte de pêche, donc la carte de pêche elle vaut 50 euros et vous la trouvez sur un site internet, c'est gofishing.is. Donc c'est une carte de pêche qui vous permet de pêcher dans 35 lacs donc en Islande. Vous la payez sur internet et vous la recevez à peu près par la poste 2 semaines après. Donc c'est une carte qui va se présenter sous le format d'une carte bancaire à peu près. Bon, je l'ai plus pour vous la montrer, je l'ai jetée. Et avec ça, donc, vous pouvez pêcher dans 35 lacs tout autour de l'Islande. Donc après, à vous d'organiser votre trip comme vous voulez. Soit vous faites tous les lacs en bagnole, vous campez au bord des lacs. Nous, ce qu'on a fait, c'est que comme Stan était déjà parti, on a déterminé une zone dans le nord de l'Islande où il y a un lac qu'on peut pêcher. Et autour de ce lac, voilà, il y a plein de petits lacs. Et bon, on a un peu débordé, on a pêché dans les petits lacs autour. Je ne sais pas si on avait le droit, mais on a croisé des personnes. Il n'y a personne qui les pêche. Ces lacs, c'est vraiment paumé. Il faut marcher 4 ou 5 heures avant d'arriver au premier lac. Donc on a vu personne en une semaine, c'était vraiment tranquille. Maintenant je vais vous parler du matériel qu'on a emporté avec. Dans un premier temps je vais vous parler du matériel de pêche, je pense que c'est ce qui va intéresser le plus de monde. Voilà, donc tout ce que vous allez prendre avec, vous allez devoir le porter sur votre dos, donc il faut essayer de partir léger. Donc moi j'ai pêché au leurre et à la mouche, Stan il a pêché que à la mouche, donc moi j'avais déjà un peu plus de matériel. Faut se limiter et en taille de matériel pour que ça rentre dans le sac et en poids. Donc pour ça j'ai racheté une canne spinning exprès pour partir là-bas. Donc je ne savais pas ce que j'ai acheté ça avant de partir. Donc c'est une canne CK que j'ai commandée sur Pêcheur je crois, micro TL, voilà, 2,10 m et c'est une de 15 grammes. Voilà, je vous présente ça. Si j'arrive à la sortir. Voilà. Donc voilà, c'est une canne télescopique, donc vraiment pas d'encombrement, ça rentre dans le sac, pas de souci. Ça fait 60 cm de long. Et franchement, honnêtement, pour une canne télescopique, c'est pas mal. Franchement, ça marche bien. Voilà. Je vous mettrai le lien, le nom dans la description. Voilà, donc ça permettait de pêcher en spinning au leurre. Comme moulinet, j'avais un CI4 taille 1000 de chez Shimano. Voilà, je pêche que avec ça, ça marche bien. 13 6 centièmes et bas de ligne en fluoro 20 centièmes, 25 centièmes, ça dépendait. Pour les leurres que j'ai utilisés, donc j'avais 2 boîtes. Donc j'en ai gardé qu'une avec les leurres que j'avais pris, les autres je les ai de nouveau remélangés, mais c'est avec cette boîte là que j'ai principalement pêché. Donc j'ai pris quelques poissons nageurs, des tricorolles, voilà, tricorolles, des rapalas, enfin voilà, vraiment du classique quoi, rapala, des sakura, tous des poissons nageurs de 5 cm en fait. J'avais pris des cuillères tournantes. Là pareil, bon celle-là elle a morphé là-bas, mais
une couleur jaune du Décathlon. Donc ça, vraiment, le carton. Au final, ce qui a le mieux marché, c'est les leurres métalliques. Vraiment, pas de secret, faut pas se casser la tête. Hein. C'est vraiment pas besoin de poisson nageur à 20 balles, 30 balles. Des cuillères à 2 euros, c'est vraiment ce qui a le mieux marché. Et surtout, pour moi, ce qui a vraiment cartonné, c'est voilà, une petite ondulante comme ça. Donc c'est Sakura qui fait ça. Coloris, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les coloris naturels qui font, donc voilà, avec un hameçon simple. Vraiment, ça a cartonné parce qu'en fait, les poissons, souvent, ils se tenaient. Enfin, je vais dire 80% des poissons que j'ai fait, je les ai fait à plus de 15 mètres de la berge en fait. Donc ça permettait de s'envoyer vraiment loin. Ça coule pas trop vite, donc comme les lacs sont peu profonds, ça nage vraiment à 50 cm sous la surface. Et ça, c'était vraiment le leurre à avoir, un carton. Et j'avais aussi pris, je m'en suis moins servi parce que la canne elle est moins adaptée pour la lancer, une cuillère Caperlan ondulante numéro 1. Elle a fait du poisson aussi, ça commence à être un peu gros, ça fait 14 grammes, donc c'est limite pour la canne. Mais pour lancer loin, quand on voit des poissons qui bougent un peu au milieu du lac, c'est vraiment bien. Pour la mouche, donc j'ai utilisé une canne Sage, une 9 pieds soie d'huître qu'on m'avait prêtée. Je remercie d'ailleurs Gilbert pour le prêt de la canne avec, avec 2 moulinets, soit flottante, soit intermédiaire. J'ai utilisé uniquement la soie flottante parce que les lacs là-bas, il faut savoir qu'ils sont vraiment pas profonds. Et des streamers. Voilà, donc une boîte de streamers comme ça, donc des petits streamers, je sais pas si on va bien les voir. Donc ça, c'est exactement la boîte avec laquelle je suis parti là-bas. Donc des petits streamers en lapin, tout simple, voilà, rien de sorcier, hein, des petits streamers 5-6 cm. Donc quand on a pêché à la mouche, on a pêché essentiellement au streamer. Il faut savoir que là-bas, il n'y a pas énormément d'insectes. Donc les truites en fait se nourrissent surtout de petites épinoches qui sont dans les lacs. Et un peu de cannibalisme aussi, mangent des truitelles. Donc voilà, des petites imitations, couleur un peu naturelle. Ça a bien fonctionné. On a pêché un peu en sèche, donc très vite fait dans un ruisseau pépinière. Donc j'ai dû faire 3-4 poissons en sèche, c'est vraiment anecdotique, il n'y avait pas beaucoup d'insectes. Et on a pêché un peu en nymphe, pareil dans les petits ruisseaux. Donc il y a des tout petits ruisseaux qui font les jonctions entre les lacs. Et c'est là-dedans que grandissent les truitelles avant d'aller dans les lacs pour ne pas se faire croquer par les grosses. Donc là-dedans, c'est des ruisseaux qui sont larges comme ça c'est vraiment tout petit. Et dedans, c'est blindé de petites truites. Donc là, en nymphe, en pêchant comme au toc, en fait, dans les ruisseaux, là, on a fait quelques poissons. Et les nymphes, c'était vraiment du classique pheasant tail. Voilà, faut pas se casser la tête. Pour le reste du matériel, en dehors du matériel de pêche, voilà à peu près ce que j'avais. J'ai pas tout ressorti. Il va manquer 2-3 trucs, je vais vous expliquer. Donc vous allez voir, c'est pas forcément du matériel cher, il y a beaucoup de choses qui viennent chez Decathlon. De toute façon, vous allez avoir l'impression que je suis sponsorisé Decathlon, mais ils font des bons produits et ça marche bien. Voilà, donc première chose, le sac. Donc sac de rando Decathlon, 70 litres. Après, la contenance du sac, 70 litres, c'est bien. J'aurais 80 litres, je pourrais mettre un peu plus de choses. J'étais un peu limité par moment, mais bon, plus vous avez un gros sac, plus vous le chargez, et après il faut le porter, quoi. En général, on dit que pour de la randonnée comme ça, sur de la longue durée, pendant une semaine, vaut mieux éviter de dépasser un tiers de son poids. Moi là j'étais à 21 kg je crois avec tout le matériel. Ça commence déjà à peser quand il faut le porter et marcher pendant 5 heures de suite, c'est dur quoi. Vraiment ça devient dur, hein. Surtout que là-bas le terrain, je vous en parlerai plus tard, le terrain est accidenté et c'est difficile. Donc voilà, un sac de 70 litres. Donc prenez quand même un bon sac, hein. De toute façon bon, ils font des bons produits, celui-là il avait déjà fait plusieurs voyages, il n'est pas abîmé, rien du tout, il est en parfait état. Quelques éraflures par-ci par-là. Pour l'avion, comme ça voyage en soute, donc j'ai un sursac, voilà, dans lequel je mets le sac et toutes les affaires pour éviter que les lanières se coincent dans les tapis à l'aéroport, etc. Donc pareil, ça vient du Décathlon, je crois que ça vaut 20 €. Donc je mets toutes les affaires dedans. Ensuite, j'ai un matelas gonflable auto-gonflant. Voilà, donc c'est un demi-matelas en fait. Il fait juste le haut du corps, j'ai les jambes qui posent sur le sol. C'est un choix, hein. Après c'est plus léger, donc ça fait 380 grammes. Faut faire des choix entre confort, légèreté, ce que vous allez porter, etc. À vous de voir. Sac de couchage, Décathlon aussi, voilà, c'est du 0 degré, -5. Bon, presque 1,6 kg. Donc voilà, là c'est un peu lourd, mais quand on ne sait pas à quelles conditions on va faire face, vaut mieux avoir ça. Bon, là-bas dans la tente, on n'a pas souffert du froid, il faisait allez, 10 degrés la journée, ça descendait un peu la nuit, donc c'était encore largement acceptable, hein. On pensait qu'on aurait pire. Ensuite, une lampe frontale, Décathlon aussi. Voilà, toujours avoir une lampe frontale, hein, sinon la nuit, vous êtes dans la merde. Ensuite, la popote, donc 2 assiettes en alu. La popote Quechua, voilà, avec tout dedans, 2 verres, 2 fourchettes, 2 cuillères.
Après là, Stan, il avait un truc vraiment pas mal. Il avait une poêle Tefal qu'il avait découpé la poignée pour faire cuire du poisson. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien. Mieux que la petite poêle qu'il y avait avec la popote qui accroche. Ensuite, au niveau de l'hygiène, bah, c'est sommaire. Hein. Bon, une brosse à dents, un savon de Marseille. Un savon de Marseille, c'est cool. Vous pouvez laver votre linge, vous pouvez vous laver. Ça prend pas trop de place. Vous le coupez même en deux pour limiter le poids ou en trois en fonction du temps que vous partez. Putain, qui c'est qui m'appelle? Non, c'est pas possible ça. Voilà, donc je disais, le savon de Marseille, vous pouvez couper en deux, en trois, vous lavez votre linge avec, voilà, très bien. Pas de souci. Ensuite, j'avais encore un petit sac à dos, donc vraiment un tout petit sac à dos. Donc ça me permettait, quand j'allais pêcher, j'accrochais l'épuisette dessus, matériel un peu de vidéo dedans, les leurres. Ça permettait de laisser tout le reste du matos à un endroit et d'aller randonner plus léger pour aller pêcher. Ensuite, au niveau des vêtements, donc des sous-vêtements chauds. Donc voilà, là j'ai 2 collants. Et j'ai essayé de tout prendre en double. Il faut essayer de tout prendre en double au cas où vous soyez mouillé, au cas où il pleuve. Surtout que le temps là-bas il change très vite. Et si vous êtes mouillé, qu'il fait 10 degrés, vous n'avez rien pour vous réchauffer. Vous ne pouvez pas faire de feu de camp parce que là-bas il n'y a pas de bois. De toute façon, c'est interdit de couper les arbres. Donc vous êtes vite dans la merde. Donc prenez tout en double pour le soir pouvoir vous changer et être au chaud, c'est important. Parce que si vous êtes trempé, que vous n'avez pas le moral, ça peut vite devenir l'enfer. Donc 2 soupules thermiques, 2 pantalons thermiques, 2 paires de grosses chaussettes, 2 slips, bon là je les ai pas mis, hein, voilà. 2 polaires en haut, donc c'est tout du D4, hein, mais franchement ça marche bien. 2 pantalons de randonnée. Pantalons de randonnée, j'en avais laissé un dans la voiture et le pull aussi pour pas avoir à les porter, puisqu'on s'était garé, on était parti une semaine sans la voiture. Et voilà, je changeais juste les sous-vêtements thermiques pour être propre le soir sur le camp, c'est important. Voilà, au niveau de l'hygiène, on s'est lavé dans les ruisseaux et dans les lacs, hein. Donc l'eau elle était à 4-5 degrés, donc c'est sommaire, hein. Ou alors vous êtes un viking et vous restez dans l'eau, mais franchement c'est vraiment difficile quand il fait 10 degrés de se laver avec de l'eau à 5 degrés. On a vite très froid, quoi, donc c'est rapide. À ça, il faut rajouter les waders. Donc les waders, c'est obligatoire. On a commencé à marcher 2 heures dans le noir le premier jour, on a dû tout de suite les mettre. Vous marchez dans de la tourbe, dans du marécage, vous trempez vos pieds là-dedans et c'est foutu. Donc des waders respirants auxquels on peut mettre des chaussures de randonnée aux pieds, pas des bottes ou quoi, parce que vous allez beaucoup marcher. Si vous marchez avec des waders en caoutchouc avec des bottes, ça va être l'enfer. Donc waders respirants, c'est obligatoire. Donc j'avais une deuxième paire de chaussures de randonnée qui au final me servait que le soir sur le camp. Ça m'évitait de... Comme ça j'avais les pieds au sec puisqu'on pataugeait dans l'eau toute la journée. J'aurais pu prendre des autres chaussures plus légères avec le recul pour rester juste sur le camp puisqu'on n'a pas... La journée on n'a pas bougé des waders et des grosses chaussures qu'on trempait dans l'eau. Et aussi un manteau, donc là je l'ai pas là, il est dans le garage, j'ai la flemme d'aller le chercher. Pareil, c'est un manteau à 50 balles du Décathlon, doublé polaire, étanche à la pluie, voilà, aucun souci, hein, c'est pas cher mais ça fait ce qu'on lui demande. Dernière chose, la nourriture. Donc voilà, on a pris la nourriture pour une semaine avec, pour 2. De toute façon, vous n'avez pas le choix, sur place, il n'y a rien. Donc à vous de voir ce que vous voulez manger. Vous regardez sur internet, il y a pas mal de forums, de posts, de sites qui parlent de la nourriture en autonomie, voilà ce qu'il faut emmener avec. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre des sachets de la NASA lyophilisés. Voilà, moi ce que je vous conseille c'est de prendre barre de céréales pour le petit déjeuner, lait en poudre, café en poudre. Alors café, essayez de ne pas en manquer, nous on en a manqué les 2 derniers jours, c'était vraiment difficile. Soupe lyophilisée. De manière générale, tout ce qui se chauffe vite et facilement. Alors pour les féculents, par exemple, prenez pas du riz ou des pâtes qui cuisent en 10 minutes, prenez des nouilles chinoises ou de la semoule. La semoule, même avec de l'eau chaude, elle gonfle, donc ça suffit. Des sauces lyophilisées, je ne sais plus si je l'ai dit, voilà, sauce hollandaise, etc. Ça permet d'agrémenter le quotidien. Voilà, bon, on a viandé des poissons, chose que je fais jamais, mais bon, emporter de la viande, c'est difficile, emporter des conserves, c'est trop lourd. Donc on a mangé un poisson par jour, voilà, je pense qu'on n'a pas fait trop de mal au milieu. On a dû manger 6-7 poissons la semaine à 2. En Mongolie, j'avais prévu de manger du poisson aussi, on n'en a pas mangé, et franchement c'était nettement plus dur que là quand on a un apport en protéines. On a pris du saucisson aussi, du saucisson bien sec, donc ça c'est des protéines bien sèches qui tiennent bien quand il fait chaud. Bon là en l'occurrence il faisait pas chaud, mais donc ça c'est bien le saucisson, ou de la viande séchée. Voilà, quoi d'autre, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Donc c'est assez sommaire, mais bon, c'est que pour une semaine. Bon, moi j'ai perdu 2 kilos quand même en marchant beaucoup et en mangeant pas trop, hein, voilà, on va pas se mentir, hein, on va pas faire des repas gastronomiques.
mais c'est le prix à payer pour la liberté. Dans un dernier temps, je vais vous parler un peu du voyage en lui-même une fois sur place. Je vais essayer de vous donner quelques conseils vite fait si vous décidez de partir là-bas. Donc voilà, soyez quand même en assez bonne condition physique parce qu'il faut marcher beaucoup, il faut marcher longtemps. Les lacs, des fois vous les voyez en haut d'une colline, vous voyez plein de lacs, vous vous dites ah j'y suis en 10 minutes, une heure après vous avez l'impression d'avoir fait que la moitié. Vous marchez dans de la tourbe, dans des cailloux, il y a des crevasses, on s'est cassé la gueule au moins une fois par jour en marchant dans ces espèces de tours, vous mettez le pied, vous enfoncez, vous tombez, il y a des trous sous les herbes, enfin c'est limite dangereux pour les chevilles, donc des bonnes chaussures aussi, pas vous péter une cheville, parce que si vous pétez une cheville là-bas, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, vous êtes vraiment dans la merde. Voilà, pour pas se perdre sur place, on avait téléchargé en amont, vous pouvez le faire avec l'application Map de Google sur le téléphone, vous pouvez télécharger en étant hors connexion une zone, ça vous permet de vous repérer à peu près en fonction des lacs que vous allez trouver et de voir à peu près où vous êtes. Il n'y avait pas de réseau, mais on arrivait quand même à se repérer comme ça grâce aux cartes qu'on avait téléchargées avant. Parce que là-bas, il y a tout qui se ressemble. Donc c'est plat, c'est vallonné, vous passez une colline, vous avez l'impression que la colline d'après, elle est tout proche alors qu'elle est vraiment loin. Vous voyez des lacs, après vous êtes un peu paumé, vous tournez en rond, vous allez d'un lac à l'autre, etc. Donc il ne faut pas se perdre, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien d'indiqué. Enfin, c'est vraiment le no man's land, quoi. Donc essayez de partir au moins avec ça. Si vous avez un GPS de randonnée, nous on en avait un puisque Stan était déjà parti là-bas avec des points GPS. Ça c'est vraiment l'idéal. Pour pas vous perdre, au moins retrouver la voiture. Donc calculez bien votre temps aussi pour retourner à la voiture pour ne pas rater votre avion de retour. Parce que marcher là-bas ça peut vite être difficile. Je vais vous donner aussi quelques conseils de pêche. Donc voilà, la pêche, on va pas se mentir, c'est pas la même qu'en France. Il y a du poisson. Bon, la densité est quand même pas incroyable, mais c'est que des beaux poissons dans les lacs. On a fait tous les poissons qu'on faisait, ils faisaient entre 40 et 55 cm. Et c'était plus entre 45 et 55. Donc vraiment que des belles truites. Donc dans les lacs, c'est que des belles truites et des arctic char. Après, entre certains lacs, il y a des petits ruisseaux pépinières, donc c'est là qu'elles se reproduisent, et les petites truitelles, elles grandissent dans les petits ruisseaux pépinières pour être à l'abri des grosses truites. Elles sont assez cannibales entre elles. Et là-dedans, vous pouvez vous amuser et faire, je sais pas, 50 truites dans la journée dans certains ruisseaux, des petites truitelles, voilà, comme ça. J'ai filmé sous l'eau, bon, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais on les voyait passer, il y a une densité de poissons incroyable dans les petits ruisseaux. Dans les grands lacs, c'est moins vrai, il y a un peu moins de poissons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, il fallait les chercher assez loin des berges. Le niveau d'eau était assez bas, donc il y a des lacs où il y a des sous-berges, mais souvent, elles étaient pas en eau, donc elles ne se rapprochaient pas trop des bordures. Donc c'est pour ça que c'était plus difficile pour Stan à la mouche, même pour moi. Parce que quand il faut lancer loin, à la mouche, c'est pas l'idéal, il n'y a que 30 mètres de soie, il faut déjà être un bon lanceur, surtout qu'il y a tout le temps du vent là-bas. Donc prenez un numéro de soie assez élevé, une soie de 7 minimum, je pense, pour pouvoir bien lancer contre le vent. Voilà, donc aller chercher les poissons loin, c'est pour ça que les poissons nageurs, c'est pas très utile et c'est pas plus efficace d'ailleurs. Donc petites cuillères ondulantes, petites cuillères tournantes qui se jettent bien, qui se jettent à 30, 35, 40 mètres donc, pour aller chercher les poissons. Alors moi j'étais surpris par les lacs, donc je pensais que ce serait des lacs assez profonds, etc. Comme ça gèle l'hiver pour que les poissons puissent survivre. Et en fait non, les lacs souvent il n'y a pas de fond, quoi. On peut wader à. Il y a certains lacs qu'on a avancé où j'ai filmé, où je tourne en rond, j'ai 100 mètres d'eau de tous les côtés et j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, quoi. Donc il n'y a vraiment pas d'eau. Il y a des endroits c'est un peu plus profond, mais on peut wader quasiment partout autour des lacs. Et je pense qu'il doit y avoir 2-3 mètres d'eau maximum, et encore c'est vraiment dans les fosses. Donc les poissons ne sont dans pas d'eau, et donc vous pouvez adapter en fonction de ça, pas besoin d'une soie plongeante. Les leurres, pareil, pas besoin de Rapala grand plongeant. Donc tout se joue, j'ai tout pêché quasiment avec une petite ondulante en ramenant assez vite à 50 cm sous la surface. Voilà, ça a été tout pour cette vidéo. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous dire, des petits conseils que j'avais à vous donner. J'ai essayé d'être précis et concis. De toute façon, je pense que vous n'avez pas envie de voir ma tête pendant 15 minutes, c'est moins intéressant que les poissons. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre si je peux. Et puis vraiment, je vous conseille, si vous avez l'occasion, si vous avez le budget de partir là-bas. C'était vraiment des bons moments, c'était difficile, mais c'est vraiment des bons moments. Vraiment, ça vaut le coup. Allez, à la prochaine!